la Banque européenne de reconstruction et de développement, et Monsieur Luc Zonneveld, directeur général de BIO, qui nous vient de Belgique. Bonjour à tous. Alors, installez-vous. Je pense que les micros sont allumés. Alors, on va se donner, 35 minutes. On va essayer de gratter 5 minutes pour qu'on puisse enchaîner avec le deuxième panel. Je vous remercie pour votre compréhension. En tout cas, merci à tous les intervenants pendant la première partie de la matinée, parce que vous nous avez vraiment permis de tenir le timing, et je sais que c'est pas évident, et on va essayer de vous garder en haleine pour ces deux derniers panels. Alors, l'objet de ce panel, c'est vraiment de connaître l'appétence et l'attrait des investisseurs institutionnels vis-à-vis du capital investissement. Et pour ça, je prendrai des statistiques de l'AMIC. Vous avez pu voir dans la dernière étude qui a été publiée sur l'année 2016, qui montre que l'intervention des investisseurs institutionnels locaux dans le capital investissement, ça a un peu diminué avec les fonds de troisième génération. Et la question est de savoir quels sont les facteurs, entre guillemets, bloquants, l'attentisme, la méfiance peut-être vis-à-vis du capital investissement, essayer de les comprendre et essayer de voir comment y remédier sous d'autres cieux, parce que c'est vraiment intéressant de croiser ces regards. Madame Bedriet. Alors, pour répondre à cette question... Mettez juste bien le micro, très près à votre bouche, s'il vous plaît. Très bien. Alors, pour répondre à cette question... Collez-le, pour qu'on puisse bien vous entendre. Merci. Alors, pour répondre à cette question, je pense que c'est important de rappeler quelques éléments de contexte, notamment l'arrivée des fonds de troisième génération qui ont été mis en place début 2012. Et à ce moment-là, les fonds de deuxième génération disposaient encore de fonds non encore investis. Donc les investisseurs, ce sont les mêmes finalement qu'on sollicite pour les fonds de troisième génération ou de deuxième génération, étaient déjà bloqués, on va dire, dans ces fonds-là, et avaient déjà des fonds alloués à cette catégorie d'actifs. Il ne faut pas oublier que les investisseurs institutionnels, notamment les compagnies d'assurance, ils sont encadrés dans leur stratégie d'investissement par une allocation stratégique cible qui détermine la proportion à allouer à chaque catégorie d'actifs. Et à un certain moment, il y a une limite à l'exercice, en fait. Qu'en est-il au niveau de la CIMR ? De la méfiance, non. Clairement, non. Nous, on est investisseurs dans une dizaine de fonds au Maroc et dans 4 fonds en France. Fonds thématiques, santé, aéronautique, généraliste, etc. Mais clairement, c'est peut-être un peu de déception. Le terme peut choquer un peu, même si je dois l'avouer, c'est un peu injustifié et disproportionné. Il faudrait dire que c'est franc, au moins. C'est franc. Clair. Bon. Maintenant, il faut dire qu'à mon avis, la relation investisseur institutionnel marocain et métier du private equity au Maroc est un peu mal née. Pourquoi ? Parce que dans notre compréhension, ça a été marketé, ou en tout cas assimilé par les investisseurs institutionnels comme étant une classe d'actifs un peu exotique, etc. Alors que c'est pas vrai. Et que parfois c'était du service civique à la limite dans un certain nombre de secteurs. Alors que, comme Mariam vient de le rappeler, c'est une classe d'actifs à part entière qui, à la limite, à la CIMR à un moment donné, devait représenter quelque chose comme 5% du total des actifs. On gère 60 milliards, donc en principe, on devait investir 3 milliards de dirhams à nous seuls. Maintenant, je pense que ça a participé au chiffre actuel, 16 milliards en absolu, c'est bien, mais par rapport au PIB au Maroc, c'est pas... En tout cas, il y a un potentiel énorme. Si tous les investisseurs institutionnels, compris la CIMR, investissaient entre 2 à 5%, on pourrait quadrupler ce chiffre facilement. Maintenant aussi, il y a d'autres facteurs un peu conjoncturels qui n'ont pas aidé. C'est que c'est une industrie qui est née il y a une vingtaine d'années. Et en 2000 et 2008, la bourse des valeurs avait des rendements insolents, quoi. Donc, private equity versus bourse. Il faut être franc encore une fois aussi. Se dépenser dans l'analyse d'une blue chips cotée en bourse
dans laquelle on pouvait mettre beaucoup d'argent était plus confortable intellectuellement que de suivre une société de gestion qui allait investir pendant 5 ans avec un montant d'argent qui est quand même pas énorme. Alors qu'au Maroc, on a une vraie problématique de placement d'argent de manière générale. Et puis, j'ai entendu tout à l'heure sur le dernier panel, il y a un aspect culturel qui est quand même fondamental. C'est-à-dire que sur un portefeuille entre 10 et 15 valeurs, si jamais une ligne tombe à l'eau, ça peut avoir des allures de scandale. Alors qu'au même moment, dans le bilan d'une banque, on accepte naturellement un coût du risque, on accepte un sinistre chez la compagnie d'assurance, mais pas chez le private equity. Oui, moi, bonjour. J'aimerais peut-être mettre les choses en perspective, dans une perspective régionale, et vous donner le point de vue d'un bailleur de fonds. Je suis d'accord avec ce qui a été mentionné par les investisseurs institutionnels locaux. Mais si on regarde l'ensemble de l'écosystème du private equity dans la région, de manière générale, d'une part, d'un point de vue investisseur, nous sommes peu nombreux, que ce soit investisseurs locaux, institutionnels ou family office. Nous sommes peu d'investisseurs institutionnels étrangers, notamment de bailleurs de fonds. Aujourd'hui, 60-80% des levées de fonds, des fonds régionaux ou marocains se font grâce aux bailleurs de fonds. Deuxième chose, les GP, les General Partners, les équipes de gestion sont peu nombreuses. Ça veut dire en tout cas que nous sommes prêts à soutenir. C'est une industrie qui est relativement fragmentée. Je pense qu'on peut se mettre tous d'accord là-dessus. Relativement naissante. Je pense que l'industrie du private equity au Maroc est probablement l'une des plus anciennes. Il y avait l'Égypte avant, mais qui, malheureusement, comme tout le monde le sait, s'est un petit peu cassé la figure. Et puis, tout ça dans un contexte où il y a des opportunités de marché. Il y a notamment des perspectives macroéconomiques, une croissance démographique importante, une urbanisation croissante, etc., qui sont très intéressantes, mais des attentes de valorisation qui ne correspondent pas forcément à ce que sont prêts à payer à la fois les investisseurs et les gestionnaires de fonds, parce que on en parlait tout à l'heure à la pause, in fine, on parle de TRI, donc de retour sur investissement. Et aujourd'hui, la région présente des retours sur investissement qui ne sont pas forcément très attractifs pour des investisseurs institutionnels étrangers. Monsieur Zonneveld. Oui, on va parler de rendement tout à l'heure, peut-être, mais pour répondre à votre question, peut-être quand même quelques mots sur BIO Invest, parce que nous avons quand même une perspective un peu différente sur les investissements qu'un investisseur commercial. Nous sommes un de ces fameux DFI, donc institutions de financement du développement, il y en a une quinzaine en Europe, qui travaillent tous en grande partie, à 100%, avec du capital qui vient de leurs États. De même pour Bio, nous avons un capital de 830 millions actuellement, qui est mis à disposition par l'État belge. Et donc, la finalité de l'investissement, c'est pas uniquement le rendement, mais c'est certainement aussi investir dans le développement du secteur privé et investir dans la croissance économique du pays, des pays dans lesquels nous investissons. Et aussi donc d'être additionnel par rapport au secteur financier purement commercial. C'est-à-dire, on cherche les opportunités, on aime les risques, on est très patient, on a un horizon d'investissement qui peut aller jusqu'à 20-25 ans, et on cherche un rendement correct, mais on est surtout intéressé par les opportunités, par le potentiel. Soit on est patriote économique, soit on l'est pas. Je vous vois sourire en écoutant 20 ans. Oui. Maintenant, je pense que, pour nous, le défi qu'on a eu dans la région du Maghreb, encore plus que dans juste le Maroc, c'est de trouver, parce que ici dans la région, on ne fait pas d'investissement en direct, on travaille que avec des fonds d'investissement, de trouver des fonds qui comprennent ce que c'est travailler avec un investisseur étranger, avec les toutes questions difficiles qu'on pose sur l'environnement, le social, la gouvernance et les perspectives de développement,
et qui sachent aussi, bon, bien sûr, avoir le professionnalisme pour identifier les PME ou les entreprises avec un grand potentiel de développement et investir là-dedans. Et je pense que c'est plutôt à ce niveau-là où il y a encore des étapes à faire. Alors c'est vrai qu'on parlera rendement, hein, bien entendu, mais lorsqu'on parle d'institutionnel, il y a justement ces deux volets qui sont mission soutenir l'économie et avec cette notion de rentabilité quand même, parce que il faut qu'on puisse revenir sur son investissement. On reviendra sur le rendement dans quelques instants. Revenons à quelque chose que vous avez dit. Est-ce qu'on a l'environnement adéquat ? On parle de société de gestion, on parle de gestionnaire de fonds, justement. Vous avez mentionné le fait que parfois, il faut avoir des gens qui puissent travailler avec des investisseurs étrangers. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer au niveau puisque le terme est à la mode, de l'écosystème, on va parler de l'environnement, du capital investissement? Oui, il y a certainement des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, l'industrie du private equity, même malgré les avancées qu'on a eues récemment, soit, on va dire, dans les règles de l'art de ce qui se fait à l'international. Je voulais juste, pour être vraiment concret, sur sensibiliser le public sur quelque chose qui est fondamental et qui peut être un tournant dans l'industrie au Maroc à mon sens. C'est la notion d'administrateur de fonds qui n'existe pas encore au Maroc, alors que c'est fondamental d'avoir un tiers de confiance dans un climat où il y a un peu de suspicion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société de gestion cumule un certain nombre de fonctions dont une partie peuvent être un peu en conflit avec sa mission de base qui est de gérer. L'administrateur de fonds est là pour calculer l'AVL, la vie sociale de la société, un certain nombre de fonctions qui donnent une certaine assurance aux investisseurs. C'est un petit pas, c'est un quick win qui peut avoir des retombées extraordinaires, que ce soit pour les investisseurs institutionnels ou même pour les high net worth. C'est-à-dire qu'il y a de gros patrimoniaux qui voient quelque part d'un mauvais œil le fait de donner à quelqu'un un mandat discrétionnaire pour acheter et de vendre sans possibilité de sortie, etc. Et cette notion de tiers de confiance participe à assainir en tout cas les perceptions un peu fausses, et ça peut être une avancée extraordinaire en la matière. Il y a beaucoup d'exemples là-dedans. Les professionnels du marché ont conscience de ça, ils travaillent dessus avec les assets, avec les banques, les dépositaires qui sont aussi en train de faire leur révolution par rapport à leur métier de conservation. Je pense qu'on est sur la bonne, on va dire, le bon envol. Madame Melkhayat, vous êtes en ligne. Alors bon, ça c'est un exemple extrêmement concret, hein, mais est-ce qu'il y a des points d'amélioration justement pour... Alors vous nous avez expliqué que vous finalement c'était pas un problème de confiance, hein, c'est juste... allez, on va parler de paramètres. Ah bah si, je vous vois quand même. Ok. Qu'est-ce qu'il faut comme amélioration ? Alors, je rejoins Nabil sur ce qu'il a dit. Maintenant, lui, il a pensé au volet administratif. Moi, je pense au côté technique. Alors, sur le volet technique, je pense que les gestionnaires de fonds gagneraient à être accompagnés par des experts techniques, surtout quand ils attaquent des secteurs d'activité qui requièrent un savoir-faire particulier. Cette technicité permettrait de compléter leurs compétences financières d'un côté, et puis de leur permettre de construire leur propre expertise technique. C'est très important, notamment dans la sélection des participations, dans le monitoring, le suivi, et puis pour éviter toute, on va dire, mauvaise surprise de parcours qui pourrait être due à une maîtrise insuffisante d'un volet technique. Qu'en est-il du cadre réglementaire ? Est-ce qu'il est favorable ? Alors c'est vrai que nous, comme la plupart des bailleurs de fonds et des investisseurs étrangers, nous aimons bien investir dans une société offshore. Parce que justement, nous connaissons bien les domiciliations offshore les plus utilisées par les gestionnaires de fonds. Quand il s'agit d'une domiciliation d'un fonds d'investissement au Maroc, on connaît moins et du coup on est plus réticent. Donc parce que justement il y a certaines barrières réglementaires qui ont été mentionnées et les intérêts peuvent être moins protégés, je dirais. Donc
Après, c'est vrai que la domiciliation onshore, donc au Maroc, surtout pour des équipes plus petites, des fonds petits, c'est beaucoup moins cher, c'est plus rapide. Alors qu'une domiciliation, je ne sais pas, à Madagascar par exemple, ou à Maurice, demande une certaine expertise technique, juridique, qui coûte très cher. Mais qui protège les investisseurs étrangers, en tout cas avec lesquels ce sont des structures avec lesquelles ils sont beaucoup plus familiers. Avant que maintenant tout le monde va se mettre dans les offshore, vous savez aussi pour le DFI, les offshore, c'est aussi une question de politique et de transparence et de lutte contre un certain nombre d'usages des OFC qui sont mal vus, si bien que la plupart des OFC, des DFI et surtout bio, nous avons des restrictions assez fortes sur un certain nombre d'offshore. Mais bon, je pense de mon point de vue, qu'est-ce qu'il a amélioré au niveau des fonds? Pourquoi on travaille avec des fonds? Surtout parce que les équipes ont la qualité de pouvoir travailler avec des entreprises qui ont potentiel, des entreprises cibles qui ont un potentiel de développement. Et c'est ce travail-là qui nous intéresse. Et quand nous sélectionnons des fonds dans lesquels investir, et je peux vous dire que sur les 50 fonds qui nous contactent par année à peu près, il y en a peut-être 2 ou 3 dans lesquels on peut investir, c'est surtout sur la qualité qu'ils peuvent avoir pour soutenir et travailler avec des petites entreprises et développer leur potentiel pour qu'ils aient un niveau de maturité qui leur permettrait de continuer tout seul. Parlons rendement maintenant. On va parler d'argent quand même. Est-ce que les rendements sont bons, suffisamment bons? Et après, on comparera à d'autres régions, bien évidemment, parce que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Bizarrement, c'était pas la recherche du rendement qui était à l'origine du fait que le private equity devrait représenter 5% du portefeuille de la CIMR. Pour vous la faire courte, en 2003, CIMR était vraiment en difficulté, risque de faillite carrément. On a fait notre réforme. En 2005, il y a eu le côté financier sur lequel on a commencé à travailler, charte financière, règlement financier. Et puis pour bien faire les choses, on avait mandaté Société Générale France, SGIP, la banque d'affaires, pour nous faire une étude sur les meilleures pratiques à l'international en matière d'investissement, règles de cantonnement, etc. Et on a dépêché une équipe rapidement de Paris pour voir le contexte de l'investissement de manière générale au Maroc. Ils étaient franchement choqués. Choqués du fait que pratiquement tous les investisseurs institutionnels marocains étaient investis dans pratiquement les mêmes valeurs sur la bourse de Casablanca, ce qui représentait un risque systémique extraordinaire. Donc l'une des manières pour réduire ce risque, c'était de se diversifier, toujours en étant sur l'action, dans une classe d'actifs, pour justement faire baisser ce budget de risque, dont à 20% pour être compatible avec notre mission de base. C'est de là qu'a commencé l'intérêt pour le private equity au Maroc et à l'international. Maintenant, un rendement, un chiffre comme ça en absolu n'a pas de signification. Il faut le rapporter à un risque, un taux sans risque et une prime de risque. Aujourd'hui, le marché marocain, action, parce que c'est la base, tourne autour de 11-12% sur une longue période. Maintenant, par rapport à du private equity, un 15-20% net investisseur serait quelque chose de totalement logique, on va dire. Madame Belkhiat. Alors, en tant qu'investisseur institutionnel, nous sommes par définition on fait chaque jour des choix d'investissement. Et en choix d'investissement, on ne peut pas ne pas comparer les rendements qu'on peut avoir sur les autres classes d'actifs quand on regarde des fonds d'investissement. Jusqu'à aujourd'hui, les rendements sur les fonds d'investissement, en tous les cas, ce qu'on a vécu par notre propre expérience, ne rémunère pas la prime de risque qu'un fonds d'investissement devrait faire comparativement à des actions cotées qui sont plus liquides. Par rapport au rendement, c'est vrai que ça c'est quelque chose dont vous nous avez parlé tout à l'heure, c'est vous qui avez abordé le sujet déjà. Si on devait comparer à d'autres pays, à d'autres contrées, que ce soit l'Amérique du Sud, que ce soit l'Asie, est-ce que... Alors,
je rejoins ce qu'a dit Myriam, c'est-à-dire que le couple rendement-risque aujourd'hui dans la région, et c'est aussi vrai pour le Maroc, n'est pas très attractif pour les investisseurs étrangers. Notre rôle en tant que bailleur de fonds, c'est justement d'accompagner les équipes dans leur performance et justement d'arriver à des niveaux de rentabilité qui soient suffisamment attractifs pour que dans quelques années, nous disparaissions de l'environnement, du paysage et que la relève soit prise par des investisseurs institutionnels étrangers. Et c'est vrai que la perception du risque est très élevée, que ce soit par des investisseurs européens, américains, mais même du Golfe. Aujourd'hui, dans le Golfe, qui sont très actifs, par exemple en Égypte, ils sont, avec la chute du prix du pétrole, ils sont très attirés par l'investissement chez eux, en direct, avec des participations majoritaires. Ou sinon, du co-investissement au cas par transaction, et donc ne sont plus intéressés pour investir dans des blind pools, dans des fonds d'investissement globaux. Ça, premier point. Deuxième point, en termes de chiffres, peut-être une petite comparaison. Nous sommes assez relativement récents dans la région. Hein. Ça fait 5 ans et demi que nous sommes dans la région. Nous avons quand même investi dans 10 fonds régionaux, donc nous avons été très actifs, mais nous n'avons pas encore assez de recul sur vraiment la rentabilité de ces investissements-là. Mais nous sommes quand même satisfaits puisque nous avons réinvesti dans des équipes dans lesquelles nous avions investi il y a 5 ans. Mais sur tous les fonds qui sont actifs, dans lesquels nous avons investi dans nos 38 pays d'opération, aujourd'hui nous avons un portefeuille de 120 fonds actifs. C'est plus de 500 PME qu'on accompagne. C'est plus de 2 milliards d'euros d'investissement. Et c'est un TRI net à l'horizon de 8,5% en devises. Donc, ce qui, pour nous, voilà, nous considérons que nous sommes très confortables et nous avons accompagné la plupart des équipes dans tous nos pays, en Europe de l'Est et puis dans la région. Monsieur Zandveld. Oui, on a fait une étude récemment sur 43 fonds dans lesquels on avait investi en Afrique, en Asie, en Amérique latine sur les dernières 15 années. Bon, c'est pas une coïncidence, mais on a retrouvé un peu le même chiffre, 8% en net en euros. Sur l'Asie, c'était un peu plus. Sur l'Amérique latine, c'était moins. Ici, en Afrique, les fonds Maghreb étaient légèrement en dessous de la moyenne par rapport aux fonds qui ont fait plus d'Afrique subsaharienne. Bon, il fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui vient nous proposer un fonds où il nous propose 25% de rendement. Mais je pense de se retrouver autour de 6, 7, 8, 9%, c'est plutôt le chiffre réaliste, à condition qu'on sélectionne bien sûr les bons managers de fonds. Juste apporter une petite précision qui rejoint justement ce qui a été dit. C'est surtout l'apport de la classe d'actifs private equity dans un portefeuille global, dans le sens où ça réduit le risque de manière importante. Donc du coup, il ne faut pas être très exigeant en termes de rentabilité au-delà de 20%, etc. Parce qu'on va autrement pousser les gestionnaires à un rythme d'investissement et une prise de risque qui est un peu excessif. C'est une industrie qui est en train de naître et il faudrait savoir aussi l'accompagner dans ce sens. Alors justement, industrie qui est en train de naître, on a le panel qu'on a eu en deuxième, on parlait des fonds d'amorçage, hein, justement. Est-ce que les institutionnels ont vocation ou ambition d'aller vers des fonds d'amorçage, puisque c'est aussi, ça fait partie de, entre guillemets, ce patriotisme économique dont vous avez fait preuve, Zandveld, puisque apparemment la rentabilité ne semble pas être votre ambition première. Mais est-ce que c'est vrai que les fonds d'amorçage, c'est quelque chose qui intéresse les institutionnels ou pas encore en l'état? Nous, ça nous intéresse énormément. Malheureusement, jusqu'à maintenant, le capital que met à disposition l'État, et c'est dans la plupart des cas des DFI, nous oblige, pour des raisons légales, à faire un rendement correct sur tout investissement. Hein. Si bien que ça limite un peu ce genre de fonds d'amorçage. Maintenant, aussi, un certain nombre de DFI, un nombre croissant, est en train de mettre en place un autre genre de facilité de financement qui peut avoir un profil de risque beaucoup plus élevé,
un profil de coût plus élevé. Et nous-mêmes, on est en train de le mettre en place aussi, ce qui nous donnerait la possibilité aussi de faire des fonds d'amorçage. C'est IMR, Wafa Assurance. Alors, sur les fonds d'investissement, nous regardons bien sûr tous les types de fonds d'investissement, mais on regarde surtout le niveau de risque qu'ils portent et son adéquation avec le niveau de risque qu'on peut tolérer pour nos portefeuilles, que ce soit nos portefeuilles vie, dans lesquels nous avons des engagements vis-à-vis de nos assurés, donc notre tolérance de risque est assez limitée, et les portefeuilles non-vie où on peut se permettre un peu plus de risques, mais toujours avec des exigences de rendement et de croissance élevées. Donc on reste quand même prudent par rapport aux fonds d'amorçage qui sont caractérisés par un niveau de risque très élevé, et on reste aussi optimiste vu toutes les mesures d'accompagnement qu'on voit aujourd'hui naître vis-à-vis de ces fonds. Moi, clairement non. Clairement non, parce que nous sommes une caisse de retraite. On a clairement inscrit dans notre charte financière que la CIMR prend le risque approprié à sa pérennité. C'est-à-dire les risques un peu extrêmes, etc. On préfère ne pas regarder. Le fonds d'amorçage, c'est un risque extrême. Un risque, bien sûr, c'est un risque extrême. Et surtout au Maroc, je pense qu'il n'y a pas encore la culture des fonds d'amorçage. Bon, il y a des clients pour ce type de choses. Je suis sûr et certain que sur 10 sociétés, il y a certainement un futur Google. Et maintenant, en même temps, qu'est-ce que serait le Nasdaq sans ce type de fonds? Clairement, il y a ce besoin dans une économie donnée, mais est-ce que typiquement CIMR a vocation à prendre ce type de risque? On a décidé que non. En parlant de risque, et puis on parle de cette industrie qui croît et qui doit aller de l'avant, donc on s'attend à ce qu'il y ait de nouveaux fonds, à ce qu'il y ait de nouvelles sociétés, de nouveaux gestionnaires de fonds. Comment vous accueillez justement les nouveaux gestionnaires de fonds? C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous faites confiance aussi, est-ce que vous êtes prêt à investir dans de nouveaux fonds qui arrivent du jour au lendemain? Je pose la question à tous. Comment on accueille justement les nouveaux venus? Pour le cas de la CIMR, on a une approche un peu différente dans le sens où, sur une expérience d'une dizaine d'années, on n'est pas arrivé quand même à implémenter ce qu'on avait en tête, à savoir 5%, plusieurs milliards. C'est tout au plus 500 millions de dirhams en valeur d'investissement. Maintenant, pour bien faire les choses, on pense qu'on va lancer des fonds dédiés au PCC, CIMR, c'est-à-dire qu'on va faire le private equity, mais à notre manière, en ramenant on va pas dire, mais il n'y a pas une grande différence, comment ça se fait à l'étranger, dans les règles de l'art, pour pouvoir essayer d'investir en entrisme en fonction de nos investisseurs. Je pense qu'il y a de la bonne matière grise sur le marché marocain, les gens évoluent, sont ouverts d'esprit, et donc c'est notre manière de faire peut-être avancer des choses. Mettre un bon montant d'argent, donner de la visibilité aux gens, et puis lancer la machine. On verra ce que ça va donner. Madame Riyad. Alors sur les gestionnaires de fonds, c'est vrai que nous sommes très regardants sur l'expérience et le track record des gestionnaires de fonds quand ils viennent proposer des fonds d'investissement. Mais cela ne nous interdit pas d'être à l'écoute de toutes les idées innovantes, mais aussi surtout en fait quand elles sont portées par une équipe qui a une stratégie d'investissement bien définie, bien ciblée, et surtout avec un deal flow identifié lors de la levée et qui peut être le plus concret possible. Les assurances. Prudence rime avec assurance. Alors, pour la Baird, c'est vrai que nous aimons bien les first fund managers. Quand on regarde depuis les 26 dernières années que nous existons dans nos 38 pays d'opération, on a 60% des équipes que nous avons accompagnées étaient des premières équipes. Et dans notre portefeuille actuel, sur les 120 fonds, on a 45% qui sont encore des first time funds. Donc ça prend du temps. Par contre, pour créer ces équipes et c'est pas nous qui les créons, d'ailleurs c'est eux qui viennent vers nous, qui se créent eux-mêmes, mais ça prend beaucoup de temps pour l'analyse de ces équipes-là. Certaines choses ont déjà été mentionnées.
peut-être une petite comparaison, puisque nous sommes le jour de la Saint-Valentin. Quand nous... J'ai oublié. Attention. Troisième boulette. Quand nous regardons une équipe, une première équipe, on regarde si ce couple, alors ça peut être plus de personnes, est prêt pour un mariage à durée indéterminée. Et puis, tous les 8-10 ans, ils renouvellent leurs vœux avec la levée d'un deuxième fonds, etc. Et donc nous, c'est ce que nous regardons vraiment, c'est est-ce qu'il y a cette alchimie qui va tenir pendant des dizaines d'années, puisque l'objectif n'étant pas qu'il y ait un fonds de levée, puis après que tout s'arrête. Est-ce qu'il y a cette alchimie-là? Est-ce qu'il y a cette complémentarité? Est-ce qu'il y a vraiment une solidité très importante du GP, des équipes? Première chose. Deuxième chose, l'institutionnalisation. C'est-à-dire que les premières équipes sont généralement très enthousiastes, ont une démarche très entrepreneuriale. Parfois, il faut les canaliser. Et il faut se focaliser sur l'institutionnalisation, de la gouvernance. Qui sera au comité d'investissement? Est-ce qu'il y a une véritable indépendance au niveau du comité d'investissement versus investisseurs, versus advisory board? Est-ce que le processus des décisions est transparent? Troisième chose, la stratégie du fonds. Est-ce qu'elle est vraiment consistante avec l'opportunité de marché? Est-ce que le pipeline généré est en ligne avec cette stratégie? Et bien sûr, est-ce que les rendements vont suivre par la suite? Mais je dirais que vraiment, c'est l'évaluation de l'expérience de chaque personne dans le fonds et la cohésion de cette équipe-là. C'est vraiment ce qui est le plus difficile pour nous, et je pense pour la plupart des investisseurs institutionnels, mais sur lesquels on a justement notre valeur ajoutée, je pense, en tant qu'investisseur. Monsieur Zundel. Je pourrais répéter ce que vous avez dit. Peut-être un élément supplémentaire, c'est nous on regarde beaucoup aussi quelle est la valeur ajoutée d'une nouvelle équipe par rapport aux équipes avec lesquelles on travaille déjà. Si c'est la énième équipe qui vient à peu près avec la même proposition d'investissement, on regarderait peut-être plutôt une équipe qui viendrait avec un intérêt dans de nouveaux domaines, surtout dans le digital actuellement. Le digital dans l'agriculture nous intéresse énormément, qui aura un intérêt aussi peut-être pour des pays ou des régions, et surtout des régions rurales, où il n'y a pas encore beaucoup d'équipes qui investissent. Tout fonds qui est intéressé par le Congo, par exemple, avec notre passé colonial belge, on les accueillerait à bras ouverts. Après, on poserait toutes les mêmes questions difficiles, mais je pense que c'est surtout au niveau de valeur ajoutée qu'on regarderait. Merci, Monsieur Zundel. Vous voulez rajouter un mot? Ça sera juste dernière remarque pour ne pas lâcher une très bonne idée qui a été citée par Madame et qui rejoint aussi la remarque Lassimer sur la domiciliation de fonds et l'administration de fonds. Je pense que ça peut être un tournant pour l'essor de l'industrie. Si on travaille de manière propre et diligente sur cet aspect, je suis sûr certain qu'on pourra multiplier les encours par 2, par 3. Merci à vous, merci à tous, Merci. en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer au dernier panel de cette matinée. On va parler de fonds dédiés aux infrastructures. Et pour cela, je vais vous demander d'accueillir Monsieur Mohamed Hamouche, manager au sein de PricewaterhouseCoopers Maroc. Monsieur Kofi Klousset, directeur de développement de projet Africa 50. Monsieur Abdeltef Nasreddine, administrateur directeur général de Infra Invest. Et c'est Monsieur Philippe Bozier, qui est associé à PwC France et pour l'Afrique francophone, qui va prendre les rênes de ce panel. Je serai le timekeeper. Vous pouvez les applaudir. Bienvenue à tous. Vous avez la lourde charge de clôturer cette journée avec ce panel. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de dynamisme. Oui, il faut appuyer sur le micro. Pour garder les gens éveillés, on va parler de gros chiffres. Ah, ça c'est bon ça. J'espère que ça les intéressera. Voilà. Alors de quoi on va parler, Philippe? Parce que c'est vrai que les fonds dédiés aux infrastructures, lorsqu'on s'est vu un peu hier, on a eu une petite discussion à la volée qui était extrêmement intéressante sur notamment, alors
dans un contexte régional, dans un contexte marocain et dans un contexte africain, c'est intéressant de voir dans quelle mesure ces fonds dédiés aux infrastructures dans les pays fonctionnent, quels sont les challenges, les défis de ces différents fonds, Philippe. Ouais, absolument. Si tu permets, c'est peut-être utile de commencer par redonner un petit peu de perspective mondiale sur les relations entre le capital investissement et l'infrastructure. Historiquement, il faut savoir que les fonds d'investissement, les gestionnaires ont longtemps regardé l'infrastructure comme une créature un petit peu à part, réservée à une toute petite frange d'investisseurs, parce que qui dit infra dit gros ticket, horizon de temps très long, processus d'investissement complexe et impliquant presque toujours des personnes publiques, et ça fait peur, et rendement pas excitant par rapport à d'autres classes d'actifs. Et puis il s'est passé une petite chose qui s'appelle la crise financière, et depuis la crise, les marchés ont soudainement réalisé que l'infrastructure a une caractéristique, c'est qu'elle est incroyablement résiliente aux cycles et aux crises. Et si on regarde sur les 10 dernières années, statistiquement, la classe d'actifs la plus rentable, quand on prend en compte tous les défauts, ça a été l'infra. Du coup, depuis 4 ou 5 ans, on a un mouvement de fond au niveau mondial d'une montée de l'intérêt des fonds d'investissement pour l'infrastructure qui fait qu'on assiste à un phénomène de levée de fonds. À titre indicatif, en 2016, il y a eu plus de 50 fonds dédiés à l'infrastructure qui sont closés dans le monde, qui ont levé plus de 60 milliards de dollars. C'est 3 ou 4 fois plus que ce qu'on avait en 2010-2012. Donc on est vraiment sur une tendance aujourd'hui d'intérêt du monde du capital investissement pour l'infrastructure dans le monde, avec d'ailleurs un gros problème qui est qu'il y a presque trop d'argent pour les projets. Maintenant, ça c'est le monde, et ce qui serait intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe dans notre coin du monde, donc au Maroc et puis plus largement en Afrique. Donc peut-être, Abdelatif, tu veux commencer par nous dire ce que fait Afra Invest et pourquoi vous avez choisi l'infrastructure comme cible. Merci Philippe. Tout d'abord, merci à nos amis. Il faut juste coller le micro à la bouche, comme ça on pourra bien vous entendre. Ok. Merci. Merci Philippe, merci à nos amis de l'AMIC pour m'avoir invité à ce panel très intéressant. Alors vraiment le coller, parce que sinon on ne va pas vous entendre. Je suis désolé. Ok. Super. C'est beaucoup mieux. Donc, juste pour vous donner, pour les gens qui ne connaissent pas peut-être Infra Invest, par rapport à ce que vient de dire Philippe sur l'infrastructure en tant que classe d'actifs, nous avons monté le 2e ou le 3e fonds infrastructure au niveau du Maroc. Le premier fonds a été Moroccan Infrastructure Fund, où il y a aussi le fonds de CDG Infra. Et nous, on a créé le fonds Arif, qui a été closé fin 2010. C'est un fonds de 750 millions de dirhams, qui avait vocation à être panafricain et qui était constitué de 2 sous-fonds, un sous-fonds dédié à l'Afrique du Nord, Maroc-Afrique du Nord, et un sous-fonds qui est dédié à l'Afrique subsaharienne. Les secteurs qui sont visés principalement, c'est l'énergie et l'infrastructure. En cours de route, on a fait quelques ajustements à la stratégie d'investissement du fonds, on pourra en parler, pour élargir un petit peu aux secteurs qui sont liés aux infrastructures. Nous avons la conviction, comme M. Severino l'a rappelé ce matin, que l'Afrique continuera à enregistrer des croissances importantes sur la majorité des secteurs. Et donc, le fait que la croissance va caractériser les économies africaines, on considère que certains secteurs qui sont liés à l'infra peuvent être assimilés pour nous à cette classe d'actifs. Donc aujourd'hui, je crois que Infra Invest aussi, c'est important de le rappeler, c'est l'exception heureuse pour l'expérience des fonds infra au Maroc, dans la mesure, en termes de niveau de déploiement des fonds levés, on est arrivé avec un peu de retard, mais on est arrivé quand même à engager plus de 95% des fonds levés dans un portefeuille relativement diversifié. Nous sommes investis dans l'éolien, dans le solaire, dans les ports,
et dont certains holdings infrastructures. Sans trahir de secret, tu peux donner des exemples de projets dans lesquels vous avez investi? Je crois un des projets phares d'Infra-Invest sur lequel on a apporté beaucoup de valeur ajoutée et qui a marqué aussi le contexte énergétique marocain, c'est le projet Khledi. C'est un parc éolien de 120 MW au nord du Maroc, où Infra-Invest, qui était, comme tout fonds infrastructure, normalement, les équipes de gestion des fonds infra cherchent des projets qui sont à closer, qui sont prêts à être investis. Mais malheureusement, la réalité du marché africain et du marché marocain, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'actifs qui sont matures et qui sont proches de phase de closing financier. Donc on a été obligé, là aussi c'est justement notre approche d'investissement, on a été obligé de mettre la main à la pâte, carrément de co-développer le projet. Donc on a investi dans un projet qui était relativement en early stage, on a mis un peu d'argent en phase de développement, on a apporté beaucoup de valeur ajoutée dans la mesure où on a pu originer, structurer, négocier et signer des PPA long terme avec des industriels pour plus de 2/3 du productible. Ensuite, on a aussi permis au projet de s'ouvrir à un sponsor industriel qui nous a aidé à atteindre le financial close. Et aujourd'hui, le projet, il y a 15 turbines sur 40 qui sont connectées au réseau. Et dans 1 ou 2 mois, le projet atteindra la COD. Merci. Ouais, on va reparler après des difficultés et des stratégies à mettre en place. Peut-être laisser Kofi nous parler d'Africa 50 un peu. D'accord, merci Philippe. Donc Africa 50 ou Africa 50, on est equal opportunity en termes de langue, est un fonds d'investissement qui a été sponsorisé par la Banque africaine de développement et qui est fundé par 25 pays dont le Maroc et la Banque Al-Maghrib qui sont actionnaires. Africa 50 a un siège qui est à Casablanca. Et nous avons 2 activités principales. La première, qui est une activité de développement de projet, c'est-à-dire que nous venons en amont en investissant de l'equity pendant la phase de développement. Donc c'est du capital risque, très clairement. Nous pouvons perdre nos billes si les projets n'avancent pas jusqu'au financial close. Et nous avons une activité qui s'apparente à du PI, qui est une activité de financement au closing financier. Alors, la raison pour laquelle ce fonds a été créé, c'était que on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être pléthore de projets qui avaient un certain intérêt, mais qui ne trouvaient pas d'argent et de financement. Et la raison principale, c'était que les projets n'étaient pas développés de façon à pouvoir attirer les investisseurs, aussi bien sponsors stratégiques qu'investisseurs financiers. Les projets n'étaient pas développés de manière suffisamment je dirais, market, selon les standards internationaux. Et donc, nous, en venant en développement de projet, c'est ce qu'on apporte, c'est un lien avec les autorités qui sont nos actionnaires, donc ce qui nous permet quand même de porter des messages en termes de procurement, favoriser les appels d'offres, lorsqu'il y a des choses à débloquer, qu'on puisse le faire parce qu'on accède aux actionnaires. Mais de l'autre côté, puisque nous sommes un pont, nous sommes aussi des acteurs commerciaux, c'est-à-dire que nous n'investissons que pour avoir un retour sur investissement. Il n'y a pas d'investissements qui sont faits uniquement avec une vue, je dirais, de retour économique. Il s'agit d'un retour sur investissement financier. Alors pour parler un peu des fonds d'investissement en infrastructure de façon générale en Afrique, effectivement il y en a eu pas mal. Je suis un peu d'accord avec toi pour ce qui est je dirais, du rendement de ces fonds. Je ferai une séparation entre la dette et l'equity. Je dirais qu'en termes de dette, ça a très bien fonctionné parce que la plupart des financements en dette pour les projets d'infrastructure, ça a été les DFI, les institutions financières internationales, AFC, FMO, Proparco et compagnie. Et donc, c'était des projets déjà très structurés, mais il y en avait très peu. Je vois que jusqu'en 2010, il y avait très très peu de projets qui étaient faits en PPP. Et donc, je dirais que l'échantillon sur lequel on se base pour dire que par le passé, les retours étaient bons et les défauts étaient très réduits, l'échantillon est très petit.
Depuis 2010, en Afrique en général, il y a eu un accroissement très important du portefeuille de projets. Et je peux vous dire que, en termes de risque crédit et de la façon dont ça se goupille, les retours sur investissement sont moins bons et il y a eu beaucoup plus de casse. Donc, je crois qu'il faut faire cette séparation. Et d'ailleurs, l'année dernière, pour ne rien cacher, moi je viens de la SFI, il y avait une revue en cours, donc ça a été publié, donc je peux le dire, des projets, des fonds d'investissement dans lesquels AFC avait investi en tant qu'investisseur, en tant que LP, et les retours étaient très mauvais sur les fonds d'infrastructure, au point que la politique d'investissement avait changé et qu'il fallait demander tout un tas d'autorisations pour pouvoir investir à nouveau dans les infrastructures. Voilà. On a dit qu'on allait être positif, alors. Rapidement, Mohamed, peut-être, en fait, une double casquette. T'es notre spécialiste PPP ici au Maroc, qui était un ancien de CDG infrastructure qu'Abdelatif a mentionné. Qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui sur le rôle des fonds, dont les PPP notamment, au Maroc et au-delà? Merci Philippe. Effectivement, moi je peux que confirmer ce que Monsieur Abdelatif a précisé. C'est qu'au départ, les fonds d'investissement qui étaient dédiés à l'infrastructure venaient d'une dynamique internationale et également pour accompagner les développements du Maroc et le besoin en matière d'infrastructure de base ou infrastructure d'énergie. Et finalement, ces fonds d'investissement qui étaient censés, dans leur stratégie, jouer un rôle d'investisseur financier, qui participent dans le capital, se sont vus attribuer des rôles plus larges que leur mission initiale et participent à un effort de développement de ces projets qui n'est pas forcément le rôle des investisseurs en capital comme on l'a vu dans les panels précédents. Donc la classe d'actifs propre à l'infrastructure fait en sorte que les fonds d'investissement font plus qu'un rôle d'apporteur de capital, mais ils ont une valeur ajoutée en termes, je pense par exemple, quand ils accompagnent des opérateurs internationaux, ils ont un rôle d'intermédiaire avec les autorités, avec le gouvernement. Donc les fonds d'investissement marocains ne sont pas simplement, dans le domaine des infrastructures, ne sont pas simplement des investisseurs en capital, mais ils ont un rôle plus élargi que des fonds dans qui investissent sur d'autres classes d'actifs. C'est sûrement très, très spécifique à l'Afrique, en fait, parce que c'est vrai que dans le reste du monde, les fonds qui interviennent dans les projets d'infra interviennent comme des financiers, sont essentiellement des apporteurs de capitaux. Et ici, j'ai l'impression, enfin vous le confirmez, qu'on voit se développer quelque chose de différent, qui est que les fonds d'investissement, pour essayer de faire en sorte que les projets avancent, prennent un rôle beaucoup plus amont et beaucoup plus actif dans le développement des projets. Et pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'infrastructure, le développement d'un projet d'infra, on parle pas de semaines, on parle pas de mois, on parle d'années. Entre la conception d'un projet d'infrastructure et son closing, il va se passer 2, 3, 4, et on pourrait citer des exemples où il s'est passé 10 ou 15 ans, pendant lesquels il faut que quelqu'un pousse le process et fasse en sorte que ça avance. On est dans une situation paradoxale aujourd'hui où, je le disais, il y a eu énormément de levées de fonds dans le monde, où on estime, il n'y a pas de chiffre officiel, mais que les fonds dédiés à l'infrastructure sont assis sur plus de 100 milliards de dollars qui ne sont pas investis, où tout le monde nous répète en permanence, et c'est une réalité, qu'il y a des besoins d'infrastructures sur le continent africain qui, eux, se chiffrent en, j'ose pas dire de bêtises, si c'est des millions, des trilliards, des zillions, mais des montants colossaux. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'on peut matcher cette disponibilité d'argent et ces besoins, et effectivement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça se passe pas dans ton expérience, par exemple, Abdelatif? Oui, je voudrais bien répondre. C'est une question très intéressante. Et effectivement,
quand on parle de ressources qui existent et qui ont été levées dans le monde pour les infras, ces ressources sont très importantes. La question qui se pose, c'est que le fait d'avoir d'un côté beaucoup de ressources et de l'autre côté beaucoup de projets, ça ne garantit pas qu'il y ait un matching. Et encore, pour faire une analogie avec la Saint-Valentin, il peut y avoir beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes et pas beaucoup de mariages. Ça arrive. Donc, l'argent qui vient avec des critères, hein, avec des spécificités. Ce n'est pas juste un montant disponible. Ceux qui viennent avec ces fonds-là ont une façon de fonctionner. Généralement des attentes de retour très importantes. Ils veulent comprendre l'environnement dans lequel ils vivent et de l'autre côté, on se retrouve en tout cas en Afrique et plus précisément en Afrique subsaharienne parce qu'il y a quand même une petite différence. On se retrouve dans des environnements où il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a une incertitude quant au climat des affaires, il y a une incertitude quant à la réglementation, il y a une incertitude quant à la façon dont la loi est appliquée. Et il y a même une incertitude quant à la façon dont les projets peuvent être développés, parce que les projets d'infrastructure, c'est toujours en relation avec la puissance publique. Si vous voulez faire une centrale électrique, si vous voulez faire une autoroute, vous devez avoir des autorisations. Si c'est un PPP, il faudra certainement une concession à négocier commercialement. Si c'est un PPP, ça veut dire que le gouvernement peut-être mettra des ressources et ces ressources doivent être garanties. Est-ce qu'il y a une garantie, voilà, etc. Dans toute autre chose. On allait jusqu'en Afrique, hein, on voit l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, on a bien vu ce que ça pouvait donner en termes d'infrastructure. En effet. Oui, non, c'est vrai. C'est pas. Moi, je réagis, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que l'infrastructure est toujours liée aux politiques et que ça rajoute un risque supplémentaire et puis dans la durée, c'est. Mais ce risque, il est fondamental et premier en Afrique. Alors qu'ailleurs, parce que les systèmes sont plus développés et qu'il y a beaucoup plus de certitudes, ce risque n'est plus premier. Le risque premier sera un risque plutôt business, crédit, financier, alors que là, il devient premier. Et c'est ça le vrai problème, et c'est ça qu'il faut gérer. Ouais, c'est l'horizon de temps de l'infrastructure qui est vraiment différent du reste. Quand on parle d'investir avec des espoirs de retour qui sont sur 10, 20, 25 ans, on ne peut pas faire abstraction du politique, moins que dans aucune autre classe d'actifs. Si je puisse dire, je souhaite d'abord revenir juste sur le point de Kofi, sur le rendement et sur l'expérience de la SIFI, que j'apprends que sur les fonds sur lesquels vous êtes exposés, les rendements n'étaient pas extraordinaires. Je voudrais juste une précision par rapport à notre cas. On a été impacté en termes de rendement principalement à cause de retard d'investissement. On était un peu sélectif. On a regardé beaucoup de projets avant d'investir. Et donc l'effet temps, le fait qu'on a pris du temps pour investir, le fait management fees a impacté un peu notre rentabilité. Par contre, ce que je peux vous assurer aussi les investisseurs qui sont dans la salle, c'est que nous on a investi dans 5 projets, dont 2 ne sont pas encore libérés. Et sur les 3, on a fait 2 sorties. Et sur les 2 sorties, le premier TRE qu'on a fait est supérieur au hurdle. Et il est exactement, il est de 1 point supérieur au hurdle du fonds. Et la deuxième sortie du fonds, on a fait un TRE très honorable. Et un TRE sur un actif Brown. Et si on le benchmark à l'international, on a fait un TRE qui est presque un peu plus que le double de benchmark sur le marché international. C'est très important de préciser que l'infrastructure à l'international, c'est d'abord de second marché, comme Philippe l'a bien dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va investir, on va acheter des actifs qui tournent déjà, pour lesquels le risque de développement, le risque de construction est derrière le projet. Et c'est ce qui permet aussi de déployer rapidement l'argent avec des montants très importants. Et malheureusement, malheureusement, en Afrique, on n'a pas encore suffisamment d'actifs qui font qu'on aura un marché secondaire. Les actifs sont très rares et donc tout le monde les demande. On aura une pression sur les terres, c'est normal parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actifs. J'espère qu'un jour, les compagnies d'assurance au Maroc pourront adosser des investissements dans des actifs au moins second marché sur les réserves techniques, ce qui permettra d'avoir un marché plus profond. Donc, pour vous dire qu'en termes de TRI, il y a
on a quelques points quand même qui permettent de justifier l'investissement sur l'Afrique. Maintenant, pour revenir à votre point sur le fait qu'on a beaucoup d'argent, mais malheureusement pas beaucoup de projets, moi personnellement, je crois que cette situation va encore durer sur l'Afrique, malheureusement, et sans s'attarder sur les raisons que Kofi a bien adressées. Et je crois qu'il faut investir dans ce qu'on appelle soft infrastructure. C'est quoi soft infrastructure? C'est les capacités. Il faut améliorer les capacités des gouvernements. Vous le connaissez très bien, Philippe, vous conseillez beaucoup de gouvernements. Il faut investir dans les capacités qui permettent aux gouvernements et aux États de pouvoir surtout donner de la visibilité aux investisseurs en infrastructure. Il faut qu'un gouvernement dise ce secteur-là est stratégique, j'ai tant de besoins sur horizon de 5, 10, 15, 20 ans, et de choisir la manière de les financer, parce que tant que les gouvernements ont accès à des financements concessionnels, la décision est rapide. Quand vous avez accès à un financement 140 ans avec un taux d'intérêt de 0,5, vous n'avez pas besoin d'aller chercher comment financer. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Il faut pas non plus que les fonds infra poussent les gouvernements à financer tout par le PPP. Le PPP, c'est pas la solution aux problèmes d'infrastructure en Afrique. Et donc, nous, on considère avec notre humble expérience que l'investissement dans des équipes de développement permettra de sortir des projets. Et l'initiative Africa 50 est une excellente initiative. Il doit y avoir plus d'entrepreneurs aussi dans l'infrastructure qui vont travailler sur le développement des projets éoliens, sur le renouvelable, sur l'infra, pour qu'ils puissent accélérer la bancabilité de ces projets. Merci Abdelatif. Si je peux juste me permettre de compléter un point intéressant. Même si nous, on est des consultants en PPP, j'aimerais insister sur le fait qu'aujourd'hui, il est prétentieux de dire que le PPP est la solution magique à tous les besoins de financement en infrastructure. D'ailleurs, c'est valable pour le Maroc, c'est valable pour l'Afrique et c'est valable pour le monde entier. Le PPP est une solution entre d'autres possibilités et parfois il faut prendre la bonne décision de la part des gouvernements dans une logique d'arbitrage. Cette logique d'arbitrage, elle implique des études de faisabilité, elle implique des évaluations préalables qui permettent de définir et de donner une visibilité aussi bien pour la personne publique, mais également pour les investisseurs qui arrivent sur des projets sur lesquels la personne publique a déjà investi des études et donc ils trouvent de la matière pour le développement des projets. Et la vision d'un investisseur financier ou même d'un opérateur est complète en termes de caractéristiques du projet et la définition du besoin. Et le point... Ouais, pour compléter ce que tu dis, on a l'expérience, et on l'a beaucoup en Afrique subsaharienne, du sentiment que le PPP a été survendu aux autorités, à qui on a dit vous avez des projets, vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas de problème, faites des PPP. Et ça a amené à la situation où il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Quasiment tous les gouvernements d'Afrique subsaharienne ont annoncé des portefeuilles de PPP de dizaines de milliards de dollars. Pas mal de projets mis sur le marché un petit peu à la hâte, avec insuffisamment d'études, insuffisamment de préparation, et des projets qui sont pas dérisqués, comme on le dit en mauvais français. La bonne pratique, en tout cas ce qu'on estime être la bonne pratique au niveau mondial, c'est que les autorités mettent sur le marché un projet pour lesquels les risques fonciers, la plupart des études étaient déjà faites pour que les investisseurs puissent se concentrer vraiment sur leur corps de métier et être compétitifs. Et quand on se retrouve avec des projets qui arrivent sur le marché, alors que des risques qui sont des risques État sont encore là, alors que la plupart des études restent à faire, alors que même le principe du projet ou du recours au PPP n'est pas validé, ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de temps perdu, et on est en train de le payer aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on n'est pas nécessairement très optimiste par rapport au PPP. Pour revenir un petit peu sur les rendements, je vois on a eu une assemblée d'investisseurs, et depuis ce matin, je trouve qu'on est très très pudique dès qu'il s'agit de chiffres et de rendements, en fait. Combien ça rapporte aujourd'hui, ou combien ça devrait rapporter à un investisseur
un investissement dans l'infrastructure en Afrique? Avec des chiffres, parce que tu as dit un TRI honorable tout à l'heure, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est pas une question simple. C'est pas une question simple dans la mesure où, comme je vous ai dit, je vais commencer d'abord par le Maroc. La nature de cette classe d'actifs, c'est des grosses barrières à l'entrée. Investir dans un port ou dans un parc éolien ou dans une centrale électrique, ce n'est pas donné à tout le monde. Et des barrières à l'entrée, même entre les grands groupes, donc une grande compétition. Et sur des marchés comme le Maroc, qui sont une grande stabilité relativement sur l'Afrique du Nord, il y a eu une grande compétition sur les investissements, ce qui fait que les rendements automatiquement ont baissé. Aujourd'hui, vous posez la question à un investisseur asiatique, un japonais ou un coréen, combien il peut qu'il est son TRI et ses expectations sur un rendement d'un actif marocain. Infrastructure, c'est aux alentours de 10, 11. Et donc, pour vous dire que aussi les investisseurs, ils ont revu leur feuille. Et j'étais étonné aussi de voir que des pays au sud de l'Afrique commencent aussi à demander des TRI de 12, 11, 13, alors que quand on a créé notre fonds, notre objectif sur le Maroc, c'était du 15, 16, et sur l'Afrique subsaharienne, c'était du 20 et plus. Donc aujourd'hui, il y a une réalité, et cette réalité-là, je crois les rendements vont encore baisser, parce que il y a de la compétition sur les actifs, il y a beaucoup d'argent, et les bons projets arriveront à attirer les capitaux. Maintenant, on trouve aussi de la rentabilité parce que ça dépend quel terrain on regarde. Est-ce qu'on intègre les development fees? Ça dépend quelle phase on investit. Les développeurs qui investissent en early stage vont gagner beaucoup plus d'argent qu'un investisseur qui vient, qui trouve que le travail est déjà fait. Même un investisseur qui achète un actif qui tourne, il peut créer de la valeur, il peut refinancer, il peut aller négocier une extension. On peut acheter une centrale électrique qui tourne et aller négocier une extension, un doublement de capacité. C'est une manière de créer beaucoup de valeur. Donc, voilà. Kofi, tu as la même vision? Oui, je crois effectivement que les retours sur investissement sont en train de baisser pour différentes raisons, mais je crois qu'il y a aussi une différence sectorielle qui est très importante. Les aéroports et les ports, je dirais, les retours sont plus élevés et c'est une question de barrière à l'entrée, c'est aussi une question de type un peu monopolistique d'infrastructure. Il n'y en a pas plusieurs, il y a un aéroport, il y a un port, il y en a un ou deux dans la plupart des pays. Et donc ça crée, si vous voulez, une barrière différente. Mais ce qu'on voit aujourd'hui dans tout ce qui est renouvelable change totalement la nature des retours. On regarde ce qui se passe dans l'off-grid, par exemple, où il y a beaucoup de impact investors qui viennent des États-Unis ou d'Europe, qui investissent dans des entreprises qui font de l'off-grid. Et ces institutions n'ont pas nécessairement pour but premier de gagner de l'argent. Donc vous vous retrouvez parfois avec des valorisations qui sont très très importantes. Et si vous, acteur commercial, vous voulez rentrer dans ces entreprises, vous devrez prendre un retour sur investissement plus bas. Même pour ce qui a trait, encore une fois dans le renouvelable, à tout ce qui est PV solaire, etc., avec l'entrée des gros groupes stratégiques, et je donnerai pas de nom, mais les grosses utilities européennes, etc., ces acteurs sont capables d'aller sur des projets, d'utiliser leur balance sheet pour investir des montants qui sont tout à fait ridicules pour eux, et peu importe si le retour est de 10 ou de 15%, pour eux, c'est l'épaisseur du trait. Donc, à partir du moment où ils rentrent sur votre marché, les retours sont changés d'autant. Voilà, donc... Si je puisse juste ajouter un point important aussi pour l'Afrique subsaharienne. Notre retour d'expérience sur l'Afrique subsaharienne, et ça a un lien aussi avec la gouvernance, malheureusement, c'est que la réalité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de développeurs, ils vont signer, par exemple, je prends le cas de photovoltaïque ou de l'énergie en général. Vous avez beaucoup de gens qui cherchent un retour rapide. C'est de la spéculation. Ils vont signer un PPA
ou un bout de papier avec un gouvernement. Donc on a vu, nous, des gouvernements qui ont signé une dizaine, une quinzaine de PPA avec des tarifs qui sont complètement déconnectés avec la réalité. Et donc quand vous venez voir, vous êtes un investisseur sérieux, vous avez du capital sérieux, vous venez voir un gouvernement, il vous sort 10, 15 PPA, des conventions de PPP avec des tarifs qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et ça tire aussi, et donc ça fait perdre beaucoup de temps au gouvernement. Ça fait que les investisseurs internationaux vont pas regarder l'Afrique parce que le couple risque-rendement n'est pas du tout adéquat. Et donc ça revient encore une fois à une problématique de bonne gouvernance. Oui, et puis de taille de marché et de manque de référence. Hein. Et c'est vrai qu'on est dans une phase de décroissance des TRI partout, que tout le monde n'a pas intégré. Et nous, dans notre rôle de conseil, on est souvent à l'intermédiaire des deux mondes. On est entre le public et le privé, et on se retrouve parfois face à des incompréhensions absolument colossales, parce qu'on a d'un côté des investisseurs, et typiquement des fonds, qui ont vendu des rendements à leurs investisseurs et qui nous disent, nous en Afrique, on n'a jamais rien fait en dessous de 20% de TRI. Et vous avez fait combien de projets? 1. D'accord. Et de l'autre côté, un gouvernement, y compris en Afrique subsaharienne, qui nous dit